Donc il est 19 heures. Nous allons commencer ce conseil municipal. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue, ainsi qu'aux nombreux publics présents et à tous ceux qui nous suivent en direct sur le Facebook. Donc on commence comme d'habitude par l'appel des conseillers. Donc François de Laujardière, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Présent. Marie-Christine Curodo. Présent. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand. Présent. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Monique Serrault. Patricia Théier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause. Sylvia Brizard a donné pouvoir à Marie-Christine Curodo. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne a donné pouvoir à Thomas Lecam. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. Bien pouvoir. Merci. Donc, Monsieur Labarre a donné pouvoir à Monsieur Dréan. Mélodie Fournier. Anne Pérez. Christelle Delrue. Jean-Luc Michonneau. Françoise Paquet. Très bien. Donc pour cette session de ce conseil municipal, la secrétaire de séance est Cécile Mériadec. Je l'en remercie. Avant de commencer, quelques petites infos, comme j'ai l'habitude de faire. J'avais 3 infos, je vais vous en dire que 2. Concernant donc la famille ukrainienne que nous avons accueillie. Donc, en gros, ça se passe très bien. Ils sont bien accueillis, ils s'intègrent relativement bien dans la commune du Pèlerin. Donc évidemment, je ne parle pas des soucis qu'ils peuvent avoir avec leur famille en Ukraine, bien entendu. Mais autrement, ils se plaisent bien au Pèlerin et n'ont cesse de remercier la municipalité et tous les gens qui viennent à leur aide. Donc c'est très gentil. Donc c'est une famille qui a un couple avec 2 enfants. Donc l'aîné qui a 13 ans est scolarisé en 5e au collège Pierre et Marie Curie. Le petit qui a 3 ans, il y a une place qui est réservée au bac à sable pour juillet et sera scolarisé en septembre 2022. Au niveau santé, donc il y a un suivi médical qui est en cours pour les enfants. Alors pour le plus petit, il y a PMI et pédopsychiatre parce qu'il y a quelques séquelles quand même de ce qui s'est passé là-bas. Et voilà. Pour le grand, il y a un petit tour chez le dentiste. Alimentation et vêtements, donc la famille bénéficie et des Restos du Cœur et du Secours populaire. Au niveau ressources, donc la famille reçoit ses 21 € par jour. Donc ça fait 630 ou 651 € si c'est des 30 jours ou 31 jours. Et le premier versement a eu lieu. Donc ça veut dire que ça a été pris en charge par la préfecture, dont tout est maintenant bien calé. Autre info, donc il y a un accompagnement régulier par l'association Solidarité Estuaire, donc qui sous-loue le logement à la mairie. C'est-à-dire qu'au début, moi, je ne voulais pas faire payer de loyer, et en fait, on nous a dit qu'il fallait payer, il fallait que l'association paye un loyer pour qu'elle reçoive des aides de l'État. Donc, ils nous payent un loyer. Et bien évidemment, il y a l'accompagnement par le CCAS et de toutes les personnes. Donc, je pense, elle va se reconnaître si elle écoute, mais on a une interprète de première main qui est très présente et précieuse dans les échanges qu'on peut avoir avec le couple. Voilà. Après, j'avais une information sur la Poste, mais comme ça fait l'objet d'une question, on en parlera au moment de la question. Et là, j'ai une petite info qui vient de sortir. Je vous donne brute telle qu'elle est, j'en saurai plus vendredi.
concernant des venues de familles roms aux pèlerins. Donc, au titre de la solidarité métropolitaine, c'est ce qui est dit, nous devrions recevoir des familles roms. Donc, dans le seul papier que j'ai pour l'instant, il parle de hypothèse haute, ça fait 60 personnes, et hypothèse basse, 40 personnes. Donc, pour l'instant, j'en sais pas plus. Ça sera développé lors de la conférence des maires de vendredi matin. Donc là, je vous tiendrai informé, ne serait-ce que pour savoir sur quel terrain on peut les mettre, si c'est un terrain communal, un terrain métropolitain. Et en plus, on n'accueille pas des gens comme ça. Il faut quand même un certain nombre de sanitaires. Enfin, il y a toute une chose à mettre en place. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. C'est pas pour faire peur, mais il faut qu'on soit au courant. Voilà pour les petites infos. Nous allons passer donc au procès-verbal du dernier conseil municipal du 28 mars. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de remarques, on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Écoutez, unanimité. Merci. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour de ce conseil. Nous commencerons par les comptes rendus des décisions prises par le maire. Il y en a 2. Après, nous aurons un épisode finances et ressources humaines avec l'approbation du compte de gestion 2021, l'approbation du compte administratif 2021, l'affectation définitive du résultat de l'année 2021, une remise gracieuse d'une créance municipale, une décision modificative numéro 1 du budget primitif 2022, un avenant à la convention de télétransmission au contrôle de légalité, la création d'un comité social territorial, CST, commun à la collectivité du Pèlerin et à son établissement public rattaché, le CCAS, la fixation du nombre de représentants du personnel à ce même CST, avec le maintien du paritarisme et décision du recueil de l'avis de la collectivité et de son établissement public. Ensuite, le sempiternel modification du tableau des effectifs. Après, un dossier qui va vous intéresser, la reprise de concessions funéraires en état d'abandon. Mais je dis ça sans sourire, c'est un vrai dossier quand même. Après, nous aurons une petite page d'urbanisme avec le protocole d'accord relatif à la cession de la parcelle AA 970, 13 rue du Clos Grillé, appelée communément AJ. Après, nous aurons une page vie économique tourisme où nous parlerons de la charte relative à l'aménagement numérique hertzien de Nantes Métropole. Et après, les questions diverses et variées des minorités. Alors, donc les décisions prises par le maire, la première, la numéro 8, ça concerne l'actualisation des tarifs municipaux pour l'année 2022. Rappelez-vous, au dernier conseil, il y avait eu une petite omission sur le montant de la prime à la capture pour le ragondin. On l'avait laissé à 1,70 € alors qu'on avait délibéré pour 2 €. Donc la modification a été faite. C'est bien marqué maintenant 2 €. Des questions sur... La seconde, la numéro 9, ça concerne une convention d'occupation précaire d'une entreprise communale au profit du GAEC du Rocher. Donc en fait, ce sont les terrains que nous achetons progressivement pour le pôle sportif qui sont mis à la disposition du GAEC du Rocher. Et donc là, nous passons une convention pour une durée de 6 mois qui viendra compléter la première convention. Et quand les deux seront échus en même temps, nous repartirons sur une convention unique. C'est pour ça qu'on n'a fait que de 6 mois. Des questions? Tout est clair? Parfait. Trop de papier, tu de papier. Allez, on va commencer sur la première délibération. Donc l'approbation du compte de gestion 2021. Et je laisse la parole à Pascal Monnier. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc là, on a effectivement une séquence budgétaire qui a pour objet de clôturer l'exercice 2021. La première délibération a pour vocation d'approuver le compte de gestion. Le compte de gestion est tenu par le comptable public et donc retrace les opérations budgétaires de notre commune, tant en dépenses qu'en recettes. Ce document comporte également une balance générale des comptes, un bilan et un compte de résultats synthétique de l'État et du passif de la collectivité. Donc ce document vous a été transmis. Il doit être strictement identique à notre compte administratif. Aussi, le résultat de clôture de l'exercice permet d'en vérifier l'exactitude. Donc ce résultat de clôture est calculé en reportant le résultat budgétaire de 2021 au résultat de clôture reporté de l'exercice 2020. Vous avez un petit tableau qui vous est affiché qui permet de comprendre un peu l'articulation. Donc le résultat budgétaire de l'exercice, c'est la différence entre le montant des recettes perçues et des dépenses exécutées, et ce par section. Donc pour cet exercice 2021, le résultat de la section de fonctionnement est de 783 352,89 €. En section d'investissement, également un excédent qui est de 391 753,57 €. Ces excédents sont donc reportés sur le résultat de clôture de 2020, ce qui nous donne un résultat de clôture de 2021 de 514 397,81 €. Et donc le document qui vous avait été transmis est une reprise synthétique de ce compte de résultat. Et le chiffre à retenir, c'est 514 397,81 €. La commission financière et ressources humaines du 4 mai dernier avait donné un avis favorable à l'unanimité. Et aussi, si vous avez des questions sur ce compte de gestion, n'hésitez pas. Monsieur le maire, je vous redonne la parole. Jean Breil. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Autorisez monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, l'approbation du compte administratif 2021. Donc, toujours dans la perspective de clôturer l'exercice 2021, le compte administratif, qui est donc la comptabilité de la collectivité, c'est un document qui vous a également été transmis et qui est assez conséquent, mais qui contient, à travers de ses annexes, toutes les informations nécessaires et relatives à l'exercice budgétaire de 2021. Le tableau qui vous est présenté en diapo indique pour la section de fonctionnement une présentation par chapitre des dépenses et des recettes de 2021, ce qui permet, en faisant la différence, de constater le résultat budgétaire qui est donc bien de 783 352,89 €. Pour la section d'investissement, les montants réalisés en dépenses sont indiqués par opération et le résultat de la section d'investissement de 2021 est donc la différence entre 2 441 216,93 € qui correspond aux recettes de cette section, moins les dépenses 2 049 463,36 €, donc soit un résultat de la section de 391 753,57 €. Donc ça permet de constater que dans notre comptabilité, dans notre compte administratif, les résultats sont identiques à celui du compte de gestion. Et donc on en arrive bien évidemment à un résultat de clôture de l'exercice de 514 397,81 €. Comme je vous disais, le compte administratif contient un certain nombre d'informations. Et ce compte administratif aussi traduit la réalité des dépenses et des recettes. Et donc, c'est un document qui est pertinent pour apprécier la situation financière de la commune en rétrospective, mais qui permet également de disposer d'informations stabilisées pour la prospective. Le suivi de l'autofinancement qui vous est affiché permet d'apprécier la section de fonctionnement. Et donc, le graphique montre que la capacité d'autofinancement s'est renforcée pour cet exercice 2021. Et nous arrivons donc à un montant d'épargne net de 595 000 €,
hors recettes exceptionnelles et de 1 078 000 € en tenant compte du produit des cessions. Cet autofinancement permet de donner des recettes pour la section d'investissement. Le compte administratif contient également des informations sur la dette de la commune. Et donc également la capacité de désendettement. En 2021, il n'a pas été nécessaire d'emprunter. Aussi, l'encours de la dette au 31 décembre 2021 est de 4 071 208 €, donc en baisse par rapport à 2020. Il en ressort une capacité de désendettement qui est donc un ratio entre l'encours de la dette et l'épargne qui est exprimé en années. Et cette capacité de désendettement pour 2021, en prenant l'hypothèse la moins favorable, c'est-à-dire hors recettes exceptionnelles, elle est de 4,19 ans. Elle n'est que de 2,80, je crois, si j'arrive à lire, 2,80 en tenant compte des recettes exceptionnelles. Et pour finir, donc, au cours de l'exercice 2021, je vous présente un camembert qui indique les 1 672 872 € qui étaient investis donc, dans la section d'investissement. Et vous avez une présentation par poste, par opération. Et on constate que sur l'exercice 2021, les travaux de réhabilitation de l'école de l'Ermitage avaient, pour la dernière fois, encore un poids assez important dans nos dépenses d'investissement, puisqu'elles représentaient 46%. Mais l'opération est quasiment bouclée budgétairement. Au final, Monsieur le maire, cet exercice 2021 présente une situation financière saine et contrôlée, qui conforte à ce jour notre trajectoire budgétaire, qui peut se traduire ainsi: maîtriser la section de fonctionnement pour préserver une épargne suffisante et indispensable aux investissements, et ce, en conservant une capacité à pouvoir emprunter si nécessaire. La commission finances et ressources humaines du 4 mai 2022 avait donné un avis favorable à l'unanimité. Et aussi, avant de vous redonner la parole, je souhaitais souligner que ce compte administratif est le dernier, puisque l'année prochaine, avec le regroupement du compte administratif et le compte de gestion dans un document qui s'appelle le compte financier unique, dont nous sommes en phase expérimentale, ça sera ce CFU qui sera présenté pour l'exercice 2022. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur l'approbation du compte administratif? Monsieur Michneau. Davantage une remarque qu'une réflexion. Alors, comme vous l'avez dit, c'est la dernière année où nous votons code de gestion et compte administratif. Nous allons voter pour, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec les choix budgétaires qui ont été faits. Nous n'avons vraiment aucune raison de mettre en doute la sincérité des écritures, le travail qui est effectué par vous-même et par les agents, que nous félicitons encore une fois pour la qualité des documents qui nous ont été fournis. Donc voilà, nous allons voter pour sans observation particulière. Écoutez, je vous remercie pour vos remarques. Autre question? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main à Cécile Megadec, puisque la loi, carrément, on peut dire la loi, ne m'autorise pas à assister au vote du compte administratif. Donc, le conseil municipal est invité à donner acte à monsieur le maire de la présentation du compte administratif tel que résumé ci-dessus. Constater que le compte administratif est conforme dans ses écritures au compte de gestion établi par le trésorier de Saint-Herblain. Constater que les identités de valeur avec les indicateurs du compte de gestion relatifs au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, au débit et au crédit. Reconnaître la sincérité des crédits à reporter. Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Et enfin, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Vous pouvez faire entrer.
c'est bien. Bien, délibération suivante, donc l'affectation définitive du résultat 2021 par Pascal Monnier. Donc vous allez réentendre à peu près les mêmes chiffres, bien évidemment, parce que les résultats de l'exercice, une fois le compte administratif approuvé, doivent être définitivement affectés au budget 2022. Il vous est donc proposé d'affecter les 783 352,89 €, donc l'excédent de la section de fonctionnement, comme recette de la section d'investissement du budget 2022, et ce, par une inscription de ce montant au compte 1068, intitulé « Excédent de fonctionnement capitalisé ». Pour rappel, le déficit de la section d'investissement cumulé, qui est donc de 268 955,08 €, est lui automatiquement reporté en dépenses de la section du budget d'investissement de 2022 au compte 01, solde d'exécution de la section d'investissement reportée. La commission financière et ressources humaines du 4 mai dernier avait donné un avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des questions sur l'affectation définitive du résultat? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à affecter au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 783 352,89 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Délibération suivante, c'est une remise gracieuse d'une créance municipale. Alors, suite à une alerte de notre trésorier, là, le comptable public, sur la situation d'insolvabilité d'un débiteur de la commune, et donc après examen de cette situation personnelle et très particulière, il n'apparaît pas pertinent de poursuivre la procédure de recouvrement. Donc, comptablement, cette remise gracieuse d'un montant de 796,35 € se traduira par une dépense de la commune au compte 6 577, remise gracieuse. La commission finances ressources humaines avait donné un avis favorable à l'unanimité. Et je vous laisse, monsieur le maire, reprendre ou expliciter un peu plus. Mais... Oui, en fait, c'est une famille qui est connue, qui a eu des déboires. Donc, madame a eu de graves problèmes physiques. Les créances étaient à son nom. Et en fait, le trésorier nous a avertis s'il devait poursuivre, enfin continuer et poursuivre pour pouvoir récupérer l'argent. Donc, on a pensé qu'il fallait mieux passer cette délibération au CCS, mais en fait non, puisque c'était pas une demande en fait, c'était pour arrêter les poursuites. Donc c'est pour ça qu'on le passe en conseil municipal. C'est vraiment pour arrêter les poursuites que le trésorier ne s'excite pas là-dessus. De toute façon, la personne est pour l'instant pas solvable. Le côté positif de l'affaire, c'est que et en plus il y avait donc une séparation avec son époux. Donc la situation est au mieux maintenant. Monsieur est revenu, il participe au foyer, donc il y a plus de dette en fait. Il y a que cette dette à apurer, puis après ça part du bon pied, si je peux le dire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette remise gracieuse. Des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à renoncer à la perception d'une somme de 796,35 € correspondant au montant de la créance afférente aux exercices 2019 à 2021, dont la remise gracieuse est accordée. Au titre de cette remise gracieuse, une somme de 796,35 € s'imputera sur la nature comptable 65-77 du budget de fonctionnement 2022. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante, ça concerne une décision modificative numéro 1 du budget primitif 2022. Pascal Monnier. Alors, cette décision modificative a pour objet de tenir compte d'éléments nouveaux depuis le vote du budget et donc d'ajuster l'équilibre des sections en conséquence.
Alors tout d'abord, en recette de la section de fonctionnement, la notification des dotations de l'État parvenue après le vote du budget permet d'inscrire 38 945 € au chapitre 74, dont vous pouvez voir le détail. Il y a 8 512 € pour la dotation forfaitaire des communes, 30 845 € au titre de la dotation de solidarité rurale, la DSR, et on ajuste la dotation nationale de péréquation en retirant 412 €. C'est le premier point de cette décision modificative. Le second est lié à une transmission, suite à la transmission du budget au contrôle de légalité. La préfecture nous a indiqué que l'instruction comptable M57, qui désormais prévaut sur notre budget, cette instruction dispose que la gestion des dépenses imprévues est hors budget, contrairement à l'instruction M14, l'instruction qui gérait notre budget précédemment, puisque dans l'instruction M14, ce poste de dépense rentrait dans l'équilibre d'un budget. En conséquence, le chapitre 022, qui avait été inscrit au budget 2022 de la section de fonctionnement, qui s'intitule « Dépenses imprévues », n'a plus lieu d'être, et les 10 000 € qui avaient été inscrits au BP sont déplacés au chapitre 11, charges à caractère général, et affectés au compte 6612, énergie, électricité. Toujours au chapitre des charges à caractère général, la nature 6288, intitulée « Autres services extérieurs », est abondée de 24 600 € pour permettre de réaliser des prestations pour la gestion des cimetières, prestations qui étaient en attente de devis et au moment du budget 2022. Sont également déplacés de la section d'investissement au chapitre 11, charges à caractère général de la section de fonctionnement, 1530 € destinés à l'achat de fournitures pour la médiathèque. Le chapitre 65, autres charges de gestion, est revalorisé de 3 200 € pour les créances éteintes et remises gracieuses. Et l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré en inscrivant 11 145 € sur le compte 6 188 autres frais divers. Pour ce qui concerne la section d'investissement, la modification est motivée pour inscrire une subvention destinée à financer la construction du centre technique municipal d'un montant de 100 000 € qui correspond à une dotation d'équipement des territoires ruraux 2022, donc la DETR, et qui a été notifiée par l'État et pour un montant de 100 000 €. En conséquence, avec cette recette nouvelle, l'emprunt d'équilibre de 75 280 € n'a plus lieu d'être. Les 24 270 €, donc la différence entre les 100 000 moins les 75 280, sont affectés sur l'opération 201 bâtiments. Et sur cette section, comme pour la section de fonctionnement, la gestion des dépenses imprévues implique que le chapitre 020 n'a plus lieu d'être, chapitre 020 qui s'appelait dépenses imprévues de la section d'investissement. Et donc les 20 000 € sont inscrits budgétairement au sein de l'opération 205 acquisition de matériel. Tous ces mouvements font que équilibrent les deux sections et donc il vous est proposé d'approuver cette décision modificative numéro 1. La commission finances avait donné un avis favorable. Avez-vous des questions ? Monsieur Michneau. Là aussi, plutôt une remarque. Il s'agit effectivement, comme les pèlerinais qui nous suivent l'auront compris, de quelque chose de très technique. Il s'agit d'une décision qui ne modifie pas fondamentalement la structure du budget, qui régularise certaines opérations. Nous n'avions pas voté le budget, donc nous allons rester cohérents. Nous ne voterons pas contre cette modification, mais nous allons nous abstenir. Très bien. D'autres interventions ? Si pas d'intervention, nous allons passer au vote. Donc, le Conseil municipal est invité à approuver la décision modification numéro 1 au budget primitif 2022, ainsi présentée. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, nouvel élan. Qui est pour ?
le reste. Merci. Donc, on va quitter les finances pour aller un petit peu côté ressources humaines. Donc, c'est une délibération qui concerne un avenant à la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Donc, en fait, c'est une convention que l'on va signer avec la préfecture, puisque nous avons changé de prestataire. Nous allons quitter DocaPost pour e-collectivité. Donc ça, c'est une délibération qu'on avait votée en fin d'année dernière. En fait, il faut savoir que toutes les délibérations, pour ne pas dire de bêtises, les délibérations, les décisions du maire, les arrêtés municipaux, les actes budgétaires, les télétransmissions des actes de la commande publique, donc, sont envoyés directement via l'informatique. Donc, en fait, c'est ce prestataire que l'on a modifié, puisque, comme je vous le disais, nous avons, c'était du 8 novembre 2021, nous avons pris comme partenaire e-collectivité, qui, entre autres, donc, nous assure le site Internet, un site d'enchères, la signature électronique et la convocation au conseil. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, si je puis dire. La commission finances ressources humaines a donné un avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention entre la commune et le représentant de l'État pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et ses annexes selon les conditions définies ci-dessus. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Délibération suivante qui concerne la création d'un comité social territorial, CST, commun à la collectivité du Pèlerin et son établissement public rattaché, le CCAS. Donc, le Code général de la fonction publique prévoit de substituer au comité technique, ce qu'on appelle le CT, et le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, le CHSCT, un comité social territorial, CST. Donc, c'est ce CST qui va prendre les deux comités. Cette substitution interviendra lors du prochain renouvellement des instances de la fonction publique, soit le 8 septembre 2022. Et donc, ça rentrera en vigueur au 1er janvier 2023. Considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022, nous sommes à 61 agents, plus 2 agents au CCS, donc permettent la création de ce CST. Donc, le maire propose la création d'un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCS. Donc, bien entendu, cette délibération est passée avant au comité technique du 10 mars 2022 qui a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions sur ce CST? S'il n'y a pas de questions, nous allons mettre au vote. Le conseil municipal est invité à décider la création d'un comité social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCS. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Donc maintenant, c'est une délibération qui fait suite à la précédente. Ça concerne la fixation du nombre de représentants du personnel au CST, le maintien du paritarisme et décision de recueil de l'avis de la collectivité et de son établissement public. Donc en fait, lors du dernier conseil, conseil technique, nous avons voté le fait que le CST remplacerait CHSCT et CT, et il fallait également indiquer le nombre de représentants du personnel. Donc il y avait le choix entre 3 et 5 représentants. J'ai laissé les représentants du personnel choisir. Ils ont pris 5, le maximum. Donc ça veut dire qu'il faut 5 représentants plus 5
suppléants. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Et après, l'autre décision qui était à prendre, c'est de savoir si, dans ce même CST, le nombre d'élus, le nombre d'élus, voilà, si on le gardait à parité constante, c'est-à-dire 5 élus et 5, je ne sais pas le nom. Hein? Non, 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 allez-y, allez-y. Non, celui qui se substitue au délégué, c'est un suppléant. Merci de votre aide. Je vais y arriver, c'est l'âge, la chaleur, je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, il fallait voter tout ça. Donc, ils ont été d'accord pour effectivement mettre 5 représentants des poux. J'ai du mal avec ce truc-là. Des élus, pardon, j'y arrivais, des élus. Ouais, et autant, je l'ai pas ce mot-là, de suppléants, voilà. Et donc ça se termine cette délibération. Donc je suis désolé du caractère haché de cette délibération. Maintenant, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis prêt à vous répondre. Suppléant. Madame Péas. Attends, j'ai noté suppléant, si des fois on me le répète. Voilà, hop. Il faut rester appuyé un petit moment. Il faut rester. Voilà. Non. Oui. En commission, faut mettre, pardon, oui. En commission, nous vous avions proposé qu'un des élus soit issu de la minorité. Vous nous aviez indiqué que vous y réfléchiriez. Où en êtes-vous de cette réflexion ? Alors effectivement, il y a 2 demandes qui ont été faites, vous et Monsieur Michneau. Donc j'ai dit que je vous avais entendu. Nous allons discuter de cela lundi prochain en bureau municipal. Hein, c'est le bureau municipal qui tranchera cette demande. Monsieur Michneau. Oui, nous avons noté que les agents ont souhaité 5 représentants titulaires et 5 suppléants. Ouais. Nous avons aussi noté la notion de paritarisme. Je voudrais juste revenir sur cet aspect de paritarisme. Le décret ne prévoit pas un paritarisme entre représentants du personnel et élus, mais un paritarisme entre représentants du personnel et personnes nommées par l'autorité territoriale, vous en l'occurrence. Le décret dit... Les représentants des collectivités sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'Assemblée délibérante ou parmi les agents de collectivité. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si... Au final, ça fera quand même 5 agents et 5 suppléants. Voilà. Et j'irai dans la même logique que Mme Pérez en demandant que les minorités soient associées à cet organe. Oui, oui. J'ai fait la réponse quand j'ai répondu à Mme Pérez. J'ai cité votre nom, monsieur Michel. J'en remets une petite couche, voilà. Ah bon. Avez-vous d'autres questions sur ce CST? Mais, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc le Conseil... Voilà. Le conseil municipal est invité à fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. Décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité et de son établissement public égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants. Décider le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité et de son établissement public. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Juste à temps, c'est parfait. Alors, maintenant, nous allons passer à une délibération qui concerne les reprises de concessions funéraires en état d'abandon. Question du tableau. Ah, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça. Nous allons passer avant... effectivement, à la modification du tableau des effectifs. Donc, c'est le poste d'assistant de gestion comptable sera prochainement vacant suite à une mutation externe de l'agent occupant ce poste. Donc, vous connaissez maintenant, nous avons l'habitude. Donc, il nous faut créer des postes
d'adjoint administratif territorial à temps complet, d'adjoint administratif principal de deuxième classe, de première classe, et de rédacteur territorial. En fait, comme ça, lorsque nous allons recruter la personne, enfin, nous ne pourrons pas recruter la personne si elle ne rentre pas dans ces catégories-là. Et une fois que nous aurons recruté cette personne, eh ben, nous fermerons donc tous ces postes. C'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Paquet. Alors, vous savez que c'est toujours un sujet qui me tient à cœur. Cet emploi, il est typiquement un emploi d'agent de catégorie B. Et je ne comprends pas pourquoi vous mettez à chaque fois dans les créations de postes des postes de catégorie C en plus des catégories B. Car on sait très bien que si on a plus de choix, peut-être qu'on va aller vers celui qui coûte le moins cher à la collectivité, alors que ce poste en particulier, demande une technicité particulière, qu'il y a très peu d'agents de catégorie B dans notre collectivité. J'ai recompté à partir des annexes fournies aujourd'hui au Conseil, je pense que nous avons 8 agents seulement de catégorie B pour 97 au tableau des effectifs. C'est très très peu, un agent de catégorie... Pas 97. Au tableau des effectifs, oui. Pas d'agents réels. En réel, c'est 77. En tout cas, c'est très peu d'agents de catégorie B. Donc moi, j'aurais préféré qu'on inscrive uniquement des postes de catégorie B sur cette modification du tableau des effectifs. Pour autant, il faut bien recruter quelqu'un, si possible, vous m'aurez bien comprise, un agent de catégorie B. Donc nous voterons pour. Très bien. Bah, vous avez vu que le poste de rédacteur territorial, donc c'est de la catégorie B. Donc c'est pour ça que nous l'avons ouvert, donc on ne peut pas dire que nous ne l'avons pas ouvert. Non, mais et sur ce poste-là, Madame Baquet, je vous rejoins. Donc c'est un poste qui est, je dirais, délicat, sensible. Donc on a besoin d'une personne compétente. La personne qui était en place et qui s'en va était de catégorie C et correspondait exactement elle était compétente et capable. Et on va la regretter, mais c'est comme ça, elle fait son chemin. Mais comme quoi, on peut avoir des catégories C très compétents et des catégories B peut-être un peu moins. Donc c'est la compétence qui va nous faire choisir la bonne personne. Oui, mais on peut aussi faire en sorte de faire que les agents de catégorie C, par promotion interne, arrivent à avoir des postes de catégorie B. Ça peut les motiver. Je sais à quel point c'est compliqué de le faire. On peut aussi faire plein de choses pour les pousser à préparer des concours. Mais bon, on ne va pas débattre sur ce sujet ce soir. Ce que je voulais juste dire, c'est que vous avez inscrit uniquement un poste de rédacteur. On aurait pu avoir rédacteur principal, par exemple aussi, ou première classe, deuxième classe. Voilà, c'est tout. Si vous aviez lu les lignes directrices de gestion, vous aurez sûrement remarqué qu'il n'y a pas ou très peu de promotion interne. Nous demandons aux agents de passer les examens. S'il n'y a plus d'autres questions sur cette modification du tableau des effectifs, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, modifier le tableau des effectifs, approuver le tableau des effectifs joints en annexe, inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Donc, me revoilà avec mon cimetière. Donc, on vous a préparé, avant de rentrer véritablement dans la délibération, quoique on va quand même pas mal l'approcher, là, j'ai souhaité que les services vous présentent un petit peu l'état des cimetières de la commune. Voilà, donc le premier camembert, donc c'est ce que j'ai demandé, c'est sur les années 2020-2021, quel était le pourcentage d'incinération et le pourcentage d'inhumation. Donc pour les deux cimetières, on voit bien que c'est 2 tiers, 1 tiers. Voilà, donc c'était la première.
on pense que les gens vont se faire incinérer de plus en plus. Bah, pas forcément, enfin, pas pour l'instant. Cela va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est non. Le slide suivant. Donc, si après, on fait un zoom sur le cimetière du 11 novembre, c'est celui-là qui va nous intéresser pendant cette délibération. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'incinération, 8%, et le reste, ce sont des inhumations. Non, il faut mettre un peu de gaieté dans cette délibération. Alors après, donc, on repart sur les concessions perpétuelles. Donc, il faut savoir que les inhumations donc, se font en caveau grâce à l'octroi de concessions. Pour rappel, une concession, c'est un emplacement dont on achète l'usage pour une durée spécifique. Au Pèlerin, il existe plusieurs types de concessions. Les concessions perpétuelles dont l'attribution est interdite depuis 1996. Les concessions temporaires, au Pèlerin, elles sont de 15, 30, 50 ou 100 ans. Et la commune n'attribue plus de concessions de 50 et 100 ans. Donc voilà, donc ça, ce sont pour les deux cimetières. Si on revient sur celui du 11 novembre, voilà, sur celui du 11 novembre, vous verrez qu'on s'aperçoit que pratiquement 50% des concessions qui sont dans le cimetière du 11 novembre sont des concessions perpétuelles. Voilà. Alors après, donc ça c'est un inventaire. Alors, comme c'est comment dire, quelque chose de très sensible et c'est normal. Donc nous sommes aidés par un logiciel depuis déjà 1 an, 2 ans, qui s'appelle GESIM, donc qui nous permet de faire les reprises de tombes avec tout. Comment dire, tout le côté administratif nécessaire pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc un inventaire a été récemment réalisé par les services de la ville et a fait apparaître un nombre important de concessions perpétuelles qui n'étaient plus entretenues par les ayants droit. Aussi, pour des raisons tenant du bon ordre et de la décence du cimetière, une procédure de reprise des concessions en état d'abandon est en cours pour remédier à cette situation car la commune ne peut pas intervenir sur les concessions perpétuelles. Donc c'est ce que je disais. Non, il faut revenir sur l'ancien. Voilà. En fait, donc en rouge, vous avez donc toutes les concessions perpétuelles, et en vert, vous avez les concessions donc 15, 30, 50 et 100 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que il reste 20 places, je crois que c'est ça, c'est 20 places disponibles, si on peut parler comme ça, sur le cimetière du 11 novembre. Il faut savoir aussi que ce cimetière a une caractéristique, c'est-à-dire que, alors là, ça va pas être très joyeux, mais il faut en parler, les corps ont du mal à se décomposer. Donc, lorsqu'une famille qui a une concession à perpétuité veut exhumer un corps pour le remplacer par quelqu'un d'autre, et bien des fois on ne peut pas parce que le corps est encore en bon état. Donc on est obligé de refermer. Et bien souvent, les familles qui ont donc un caveau dans l'ancien cimetière ne souhaitent pas aller au nouveau cimetière. Donc c'est pour ça que nous essayons de trouver de la place toujours dans cet ancien cimetière. Et là, nous avons une marge de 20 emplacements, pas plus. Donc c'est pour ça que le roulement est assez faible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Alors après, sur le constat d'abandon, bon, vous avez lu l'ANES, je vais vous laisser... je ne vais pas vous en parler. Le fait de reprendre une concession, donc la conséquence de la reprise. Donc une fois les concessions reprises par la commune, là, il y a plusieurs choix qui se présentent. Il y en a une, la première, c'est la conservation des monuments et des sépultures. C'est-à-dire que la commune reprend à son nom la sépulture. Je vais reprendre un exemple que tout le monde connaît. Lorsque vous allez à côté du monument aux morts, vous avez ce qu'on appelle 2 chapelles. Une qui est au nom d'Averty, la plus grande, voilà.
Bon, typiquement, la commune va reprendre ces sépultures, mais ne va pas les araser, va pas les enlever. Puisqu'en fait, donc, nous avons, il y a ce qu'on appelle un art funéraire, donc, et on gardera les tombes les plus intéressantes. Donc ça, c'est le premier point. Soit un art funéraire intéressant ou des personnalités intéressantes. Moi, j'ai le regret d'avoir la tombe de Willy Wolf. Alors, pour ceux qui ne sont pas pèlerinés, ça ne leur dit rien. Mais Willy Wolf, c'était un Polonais qui se mettait en attraction tous les dimanches et qui sautait du pont Transborder de Nantes pour quelques dollars. Et puis un jour, ça n'a pas marché, il s'est tué. Son corps a été retrouvé au niveau du pèlerin et c'est pour ça qu'il a été enterré au pèlerin. Mais il y avait, et encore, aujourd'hui, il y a des gens qui nous demandent où est la tombe de Willy Wolf. Il n'y en a plus. Donc c'est ce genre d'attention auquel nous allons faire attention, de ne pas enlever véritablement des tombes soit de gens connus ou d'art funéraire. Après, donc, le deuxième cas, c'est la non-conservation des monuments et des sépultures. Donc là, dans le cas où la concession est en très mauvais état ou ne présente pas d'intérêt particulier, la commune procède au retrait des monuments et ornements. Bien souvent, on le verra pour la photo suivante, c'est des mesures de sécurité. Sur la première, celle qui est sur votre gauche, on voit la croix qui est sur la tombe. La croix, c'est qu'on l'a fait tomber. Autrement, si quelqu'un circuler entre l'intertombe, je dirais que la croix lui tombe dessus, c'est la commune qui est responsable. Donc les monuments et ornements étant considérés comme faisant partie du domaine privé de la commune, elle peut en disposer librement dans le respect dû aux morts et aux sépultures, notamment les revendre via une entreprise spécialisée. Et après, donc les restes des personnes inhumées sont par ailleurs exhumés pour être déposés dans un reliquaire, puis réinhumé dans l'ossuaire. Un registre, donc évidemment, reprend le nom des défunts et est mis à la disposition du public. Donc lorsque toutes les formalités ont été accomplies, bien évidemment, la commune peut à nouveau concéder à une autre personne le terrain repris. Donc, et les deux photos qui sont à suivre, donc ça vous montre ce qu'on appelle une tombe en état d'abandon. Voilà. Donc, il y a eu un très gros travail des services qui a été fait. Je l'avais dit en commission, donc on va profiter de ce remaniement un petit peu pour créer un carré militaire au sein du cimetière du 12 novembre. On s'est aperçu qu'il y avait 10 poilus qui étaient donc enterrés dans diverses parties du cimetière. Donc, on va travailler pour les mettre tous au même endroit. Donc, et également déplacer le monument que personne ne remarque, qui est juste à l'entrée du cimetière sur votre gauche, le monument des morts de 1870. Donc, on va essayer de faire quelque chose de commun. Et bien entendu, sur ce carré militaire, on sera donc drivé par le Souvenir français, donc qui lui a toutes les informations pour que cela se fasse correctement. Voilà ce que je pouvais dire sur ces reprises de concessions funéraires. Je ne doute pas que cela va apporter du débat. Si vous avez des questions, Monsieur Gabouillère, je le savais. Je vais reprendre ce que j'ai dit en commission. Je trouve très bien que la commune se soucie de la bonne gestion des deux cimetières. Je trouve très bien que la commune envisage de faire un carré militaire. Mais je suis, et je l'ai toujours été, choqué par les opérations de reprise, dans la mesure où c'est la manifestation d'un non-respect par la commune de son engagement. Puisque la commune a accepté à une époque de passer un contrat avec des gens qui maintenant sont morts, a encaissé des redevances correspondant à la valeur de ce contrat, et parce que il y a
une partie des devoirs du co-contractant qui ne sont pas respectés, il n'entretient plus sa tombe, on reprend la concession. Alors qu'on pourrait se contenter, même s'il faut juridiquement passer par une reprise, on pourrait se contenter de dire on efface les monuments qui gênent ou qui sont dangereux, la croix par exemple, on met une dalle de béton et on laisse le défunt à l'intérieur de son tombeau. Voilà. Je trouve que ce serait plus respectueux à la fois du mort qui reposera en paix, hein, comme il l'avait souhaité, et puis c'est plus respectueux du contrat qui avait été passé avec la famille. Donc, je suis d'autant plus enclin à avoir cette position que les crémations, certes, ne sont qu'à 1/3 aujourd'hui dans la population plus rurale, comme le pèlerin, mais on sait qu'en ville, c'est déjà 50% et que c'est une tendance lourde qui sera la nôtre probablement dans une décennie. Et puis, autre point, on sait qu'une exhumation coûte très cher. C'est le point, alors qu'enlever un monument qui menace ruine ou qui est dangereux, ça coûte pas cher, c'est simple comme travail. Voilà. Donc pour cet ensemble de raisons, je voterai contre cette délibération. Bon, pour info, c'est une exhumation, c'est 1 000 €, enfin aux alentours de 1 000 €. Madame Pérez. Bon. J'ai du mal avec suppléant, mais il y en a qui ont du mal avec le micro. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Oui, donc il y a effectivement des tombes qu'on décide, que vous voulez décider d'effacer, mais pardon. Faudrait vous rapprocher. Donc, vous voulez certaines tombes, donc vous voulez décider de les effacer, mais elles pourraient tout aussi bien être reprises et entretenues au même titre que celles que vous jugez remarquables, en fait. Ouais. Mais non, mais tout à fait. C'est pas parce que la commune va reprendre les tombes qu'on va les enlever. On va avoir un devoir de les entretenir. Oui. Voilà, c'est ça. Mais je vous dis, comme je viens de vous le dire, une exhumation, c'est 1 000 €. On a budgété 20 000 € cette année, donc c'est 20 exhumations maximum. Voilà. Donc là, l'idée, c'est bien que, en fait, certaines, par contre, les corps seront exhumés, la tombe enlevée pour libérer la place. Oui. Et le corps mis à l'ossuaire. Exact. Est-ce que quand on met, donc j'ai une vraie question, quand les personnes sont déplacées dans l'ossuaire, est-ce que leur identité est affichée quelque part ou ça devient une fosse commune finalement? Non, c'est ça ma question. c'est l'identification est faite dans le contenant, sur le contenant qui contient les restes du corps. Voilà. Mais donc au cimetière, il n'y a pas une plaque qui dit non. La personne Non. qui est enterrée. Donc on les fait disparaître en fait quand même. Ben, on fait disparaître, oui. Par rapport, non, mais du coup, il y a un registre qui est tenu, mais voilà, c'est tout. Voilà. Oui, personnellement, je suis d'accord avec monsieur. Ok, merci, ça répond à ma question. C'est bon. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée, ce que dit notre collègue. Et on pourrait innover, d'ailleurs, et dire qu'à chaque fois qu'on on exhume un corps, quelque part, comme dans un columbarium, on met une plaque et puis on dit, bon, on remet le nom du défunt avec ses dates de décès, de naissance et de décès. On pourrait avoir cette... Et ça serait une façon de laisser une trace. Voilà. Bon, personnellement, l'idée me paraît bonne. Non, faut dire qu'on sait bien. Et après, alors, attendez, c'est pas parce que l'idée me paraît bonne que ça va se faire. Mais déjà, il y a un a priori positif. Après, il faut voir effectivement avec les services techniques sous quelle forme, comment on peut faire, et ainsi de suite. Mais oui, je serais plutôt favorable à ce genre. Oui, pourquoi pas, oui. Oui, Mme Paquet. Et du coup, peut-on demander un avenant à cette délibération et l'inscrire que l'ensemble du conseil municipal, après avoir voté, souhaite que le nom des personnes qui seraient exhumées soit indiqué sur une plaque. Au moins, puisque visiblement, on a l'air d'être à peu près peut-être tous d'accord, enfin à vérifier après le vote, mais
Est-ce que ce ne serait pas un moyen d'aller plus loin? Il faut d'abord regarder la faisabilité. Donc c'est ce que je dis, on va regarder la faisabilité et je suis un homme de parole, donc si on peut le faire, on le fera. Et je vous le dirai. Madame Pérez, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? C'est bon? S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à donner un avis favorable à la procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon. Autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Monsieur Gavouillère. Madame Pérez. Fait des émules, c'est pas bien ça. Qui s'abstient? Alors, non, il faut lever plus haut, là. C'est bon? Donc, Madame Curodo, Madame Delru, Adélaïde Fourage et Madame Lallemand. Bah oui, il faut dire. Ouais. Ah bah toi aussi, si tu veux. Ouais. Si tu veux. T'as pris? Et qui est pour? Donc, voilà. Merci. Chouf. Bien, nous allons tourner une petite page urbanisme avec le protocole d'accord relatif à la cession de la parcelle AA 970, 6-13 rue du Clos-Grillet, présenté par Brigitte Doucet. Comment? Oui, ah bah oui. Ouais, c'est du R+1. Ah, non, R-1, R-2. C'est le diapo. Donc, pour rappel, j'ai pas de diapo. Merci. Donc, pour rappel, au mois de juin 2020, la ville a lancé la commercialisation donc, du bien situé au 13 rue du Clos-Grillet, à l'AGI pour les pèlerinais d'origine. Donc, la ville a reçu 3 offres au prix. Le conseil municipal, en juin 2020, propose de retenir l'offre qui mentionnait le souhait de réaliser une MAM. Effectivement, cette offre précisait rénovation dans le but d'accueillir une maison d'assistants maternels afin de répondre à un besoin tant du côté des parents que du côté des professionnels. Donc, le conseil municipal a voté cette délibération en précisant que le choix ne s'était pas fait en fonction de l'acheteur, mais plutôt en fonction du projet. En septembre 2020, ce qui s'est passé, c'est que lors de la préparation du compromis de vente, les acquéreurs potentiels, par la voie de leur intermédiaire, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure de créer et de gérer personnellement la maison d'assistants maternels. Donc, pour sécuriser la vente vis-à-vis des 2 offreurs concurrents, le conseil municipal, en novembre 2020, a délibéré, autorisant monsieur le maire à insérer une clause dans le compromis de vente de l'existence d'une maison d'assistants maternels. Alors, du point de vue juridique, la première délibération ne prévoyait aucune condition suspensive, donc il n'était pas à exclure que la juridiction éventuellement saisie considère que la vente était parfaite, ceci restant à l'appréciation d'un juge. On a fini par rencontrer monsieur et madame Bourdet-Boutet en personne et du coup sans intermédiaire. On a pu constater leur bonne foi, car ils n'ont pas renoncé à leur projet de MAM en fait. Ils ont juste besoin de temps pour le formaliser et lui laisser sa chance. Dans ces conditions, au regard du risque juridique et financier pour la collectivité et de la volonté de M. Bourdet et de Mme Boutet, il y a une erreur, de poursuivre leur démarche pour la réalisation d'une MAM sans être certain que cela aboutisse, donc on a convenu d'un protocole qui permettrait premièrement à la commune de céder la parcelle aux conditions initiales pour un prix de 120 000 € d'être vendeur, sans référence à l'activité de type maison d'assistants maternels. Et à M. Bourdet et Mme Boutet d'acquérir la parcelle tout en s'engageant
a renoncé à rechercher la responsabilité de la commune à raison de cette vente et des retards pris dans le cadre de la réitération de celle-ci. Voilà pour la délibération. Avez-vous des commentaires ou des questions? Oh, il y aura des commentaires et des questions, oui. Monsieur Dréan. Il est dommageable d'en être à la 3e délibération sur ce sujet, alors que nous, minorités, avions alerté à plusieurs reprises du risque juridique. Encore une fois, les sujets d'urbanisme doivent être pris avec précaution, distanciation et discernement. Je vous remercie du conseil. En fait, ce sont les vicissitudes de l'exercice. Nous sommes aux responsabilités et nous prenons précisément nos responsabilités. Après, vous recevez 3 œuvres, soit 3 offres. Vous avez deux offres de promoteurs. Suppléant. 2 offres de promoteurs et une offre avec un projet de maison d'assistante maternelle. Je vous pose la question, vous faites quoi? Donc nous avons pris nos responsabilités, nous avons choisi ce projet, voilà. Après, vous pouvez vous opposer, c'est votre droit le plus strict. C'est surtout sur le 2e vote qu'on achoppe, en fait. Clairement, on avait prévenu dès la commission qu'il y avait un risque juridique. Vous ne nous avez pas écouté, vous vous êtes entêtés. Là, on est sur la troisième décision, c'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Très bien. Bien, et vous le dites bien. Monsieur Michneau. Oui, je vais reprendre la chronologie, effectivement, comme vous l'avez déjà fait. C'est la première délibération qui a été présentée à cette Assemblée, le 4 juillet. Il n'y avait pas eu de commission préalable, nous n'avions pas eu d'information. Nous avions à l'époque refusé de prendre part à ce vote et nous vous avions alerté sur la précipitation, au moins, autour de ce dossier. Le projet MAM vous avait séduit. Bon, pourquoi pas. Nous avions quand même suggéré de prendre le temps de la réflexion et d'aller un petit peu plus loin, peut-être. Voilà, l'urgence ne nous paraissait pas si importante que ça. Nous n'avons pas entendu. Malheureusement, la suite a prouvé que nous avions raison par rapport au côté précipitation, puisque vous n'aviez pas envisagé d'inclure une clause autour de la MAM. Vous avez voulu, par cette clause résolutoire, imposer un choix à l'acquéreur. Maintenant, vous revenez en arrière parce qu'effectivement, il y a un risque juridique et un risque de contentieux. C'est dommage d'avoir perdu 1 an et demi sur ce dossier. Nous sommes revenus au point de départ et je veux bien partager votre optimisme. Nous pouvons penser que de même, sur ce site, il n'y aura pas. C'est dommage, c'est une occasion ratée. Par contre, nous n'avons pas voté pour les 2 délibérations précédentes et nous allons rester fidèles à cette position. Nous ne prendrons pas part au vote et nous souhaitons, si cela est possible, ne pas être simplement comptabilisés en abstention. Je crois que c'est quand même comme ça que ça va se passer, mais que ce soit au moins mentionné que nous n'avons pas pris part au vote, parce que c'est un dossier que nous avons découvert de briques et de broc, si je peux me permettre, et ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, c'est juste un constat. Donc voilà, nous ne prendrons pas part à ce vote. Les services apprécieront briques et broc. Monsieur Gahouillère. Oui, je voudrais quand même prendre la défense de mes collègues parce que c'est la grande différence entre être aux responsabilités, avoir des responsabilités et être dans l'opposition. Madame Doucet l'a très bien exprimé. Il y avait un choix entre 3 acquéreurs, 2 marchands de biens et quelqu'un qui proposait un projet d'intérêt général. Bon. Vous auriez fait pareil, vous auriez choisi le projet d'intérêt général. Après, le reproche de précipitation, mais quand il y a une affaire comme ça, il faut décider tout de suite. Ça ne se décide pas sur une période de 6 mois. Il n'y a pas le temps de faire des études. Donc, il y a eu une prise de risque, c'est évident. Bon, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas et qui réussissent tout. Hein, voilà. Madame Paquet. Je voudrais juste rajouter que lors du premier conseil municipal, j'avais noté finalement que la décision rapide venait certainement du fait que les domaines avaient fait une estimation
et que ça arrivait à échéance 2 ou 3 jours seulement après le conseil municipal. Donc il y avait 18 mois que cette estimation au domaine était faite. Quand on parle de précipitation et que quelques jours, je pense que vous faites erreur. Mais retournez voir la première délibération et puis on verra. Mais je suis quasiment certaine de ça. Il restait que 2 ou 3 jours sur les 18 mois. Il fallait se décider. Vous avez pris votre décision. Bah, du coup, ce n'était pas forcément une bonne solution. Maintenant, ça fait 1 an et demi, ça va se régler. Mais peut-être que si avant les 18 mois, avant, ça avait été un peu plus travaillé, peut-être que on n'en serait pas arrivé là. Et ça n'a rien à voir avec une attaque contre les agents. C'est quand même eux qui travaillent ce genre de dossier. Ah oui, mais peut-être, mais ce sont les élus qui décident. Non, mais ils apprécieront. Pour votre information, Madame Paquet, l'avis des domaines court toujours, puisque la vente va se faire au même prix. C'est une nouvelle, estimation alors. Eh bien, on retournera voir la première délibération. Autre commentaire? Oui, Madame Fournier. Faut parler. C'est pas pour nous, c'est pour les gens qui nous regardent. Je serais d'accord. Par contre, j'insiste sur le fait, c'est pas tant moi cette délibération et le fait que ce soit des allers et retours. J'avais trouvé assez insultant à la deuxième délibération que vous ayez pu signaler que ces gens étaient finalement malhonnêtes. Et c'est surtout ça qui me choque. C'était un petit peu ce manque de respect et de revenir en arrière à ce moment-là. Donc la prochaine fois, j'aurais tendance à dire, en parlant d'urbanisme, peut-être faire attention, parce qu'il s'avère que ça peut vous retourner dans les dents. Bon, alors... Voilà. Enfin, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Brigitte là, Doucet. Ce ne sont pas les agents, là. Ouais. Je parle bien de... Il me semblait bien que c'était... Est-ce que j'ai parlé d'agents, là? Non. Pour reprendre ce qu'a dit Brigitte Doucet, donc nous avons rencontré ces futurs acquéreurs. Nous avons, à plusieurs fois, on a bien discuté avec eux et tout est normal. Il n'y a pas d'insulte qui a été proférée. Voilà. Donc tout est OK. Autre chose? D'autres commentaires sur cette délibération? Non. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la... Hop là. Je n'ai qu'une délibération d'avance. Le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer le protocole d'accord joint à la présente délibération et de régulariser la vente sans référence à l'exercice d'une activité de type maison d'assistante maternelle. Autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, unanimité, sauf Nouvel-Élan. Le dernier volet qui concerne la vie économique et le tourisme. Donc, c'est une délibération qui nous parle de la charte relative à l'aménagement numérique hertzien de Nantes Métropole. Donc, Alain Lecause, qui va nous en parler. On m'entend bien. Voilà. Alors, cette charte, vous vous souvenez, en 2020, nous avions eu un débat organisé autour de la 5G. C'est vrai que cette charte existait depuis 2013. Et Nantes Métropole avait proposé à l'ensemble des maires de la métropole d'échanger avec les citoyens sur les impacts de la 5G, puisque beaucoup de citoyens s'inquiétaient sur cette 5G qui arrivait. Aujourd'hui, donc, cette charte était en place depuis 2013. La volonté, c'est de rendre transparents les principes d'implantation d'équipements antennaires. Alors, quand je dis antennaires, on ne parle pas que des antennes mobiles des opérateurs de vos téléphones. Nous avons aussi les antennes pour relever les compteurs d'eau et de gaz. C'est pour ça que ces différentes entreprises aussi sont concernées par les règles d'implantation de nouveaux systèmes d'antennes. Grâce aux différents débats qu'il y a eu pour la 5G, un certain nombre de remontées ont été prises en considération, ce qui a permis justement de faire évoluer cette charte pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles façons aussi de
de prendre en considération les ondes. Ça se traduit sur la commune du Pèlerin. On a un capteur qui va permettre de mesurer en temps réel les ondes qui sont émises par les opérateurs. Et il y a une cinquantaine de capteurs qui ont été implantés sur l'ensemble de la métropole. En France, Nantes serait la métropole, la première métropole avec autant de capteurs, donc ce qui permet en même temps de vérifier. Alors, il y a un site pour aller vérifier, c'est ouvert à tout le monde, hein, pour aller vérifier ces capteurs, voir les émissions. Ça, on pourra le mettre au compte rendu pour pouvoir vous donner cette vision-là. La volonté de cette nouvelle charte, c'est aussi apporter une plus grande sobriété de l'implantation des antennes. On voit de temps en temps dans les journaux sur la métropole des réactions de collectifs. Donc c'est d'inciter aussi les opérateurs mobiles à optimiser leurs implantations, à mutualiser avec d'autres opérateurs. Donc il y a vraiment une volonté de la métropole et de l'ensemble des maires qu'on puisse mutualiser ces antennes-là et que ça soit fait de façon claire avec de la concertation. Ça a été voté à l'unanimité au Conseil métropolitain du 4 février dernier. Donc là-dessus, il y a vraiment un consensus de l'ensemble des maires, quels que soient les bords. Et aujourd'hui, donc le Conseil doit délibérer, hein, parce que Nantes Métropole a demandé à chaque conseil municipal de passer cette délibération. Donc le Conseil délibère. Alors avant peut-être, s'il y a des questions, avant que je passe au vote. Monsieur Moussu. Non, enfin, avant qu'il y ait des questions, moi j'ai deux précisions. Donc effectivement, pour savoir, pour connaître le... Alors je ne sais pas, ça s'exprime par volt par mètre, c'est ça? Non, je crois, hein, parce que c'est... Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc il suffit de taper Observatoire des ondes Nantes Métropole, et après vous avez effectivement les 40 capteurs. Et 50. Vous allez, 50, et vous allez sur celui du Pèlerin. Il ne l'a pas dit, mais je le précise. Il a été... en première main, il était placé dans un endroit qu'on ne jugeait pas opportun. Et Alain Lecause l'a fait déplacer pour le mettre rue de Villeneuve. Oui, voilà. Pour qu'il soit situé entre les deux sites qui aujourd'hui hébergent les antennes d'opérateurs mobiles, le clocher de l'église et l'autre site qui est à un côté de la station d'épuration. Voilà. Des questions? Madame Fournier. Alors, c'est donc plus une remarque. Certains d'entre nous s'abstiendront sur ce sujet, et ce pour plusieurs raisons. Cette charte démontre effectivement une bonne volonté de la métropole, mais nous la trouvons un peu légère sur un certain nombre de points. Notamment le point sur la sobriété énergétique, qui ne définit aucun objectif de consommation, mais uniquement de mettre en place des mesures sous réserve de possibilités techniques. Elle n'aura pas de pouvoir légal, donc au final, les opérateurs n'auront pas de réelles contraintes. Nous craignons que cette charte ne soit là uniquement pour cacher le vrai débat sur l'intérêt, les risques, enfin, de la 5G. Mais... Madame Paquet. Alors, juste pour répondre sur la 5G, en termes de sobriété, cette technologie est une technologie qui consomme moins d'énergie que les autres technologies. Non, mais ça, non, mais sobriété au niveau de la énergétique, parce que ça aussi, c'est ce qui est demandé aujourd'hui à tous les opérateurs. Et ça a été les échanges que j'étais dans la commission avec Nantes Métropole. On a eu pas mal de débats autour des conclusions. L'autre aspect, la sobriété, où là, c'est plus la sobriété de consommation des usages d'un smartphone. Là, c'est un vrai débat, mais c'est un débat de société. Francky Trichet, qui est l'élu en charge du numérique sur la métropole, effectivement, aimerait aller vers ça. Mais vous voyez bien aujourd'hui, le smartphone est vraiment partout. C'est pas nous, je dirais, qui allons empêcher, je dirais, un adolescent d'aller sur son smartphone. On consomme la télévision, la vidéo on demande, enfin du replay sur les smartphones. Donc, vous avez raison. Ça serait bien peut-être, si on voulait moins consommer, de voir cette sobriété. Mais là, ça nous dépasse quand même. Donc, je pense que la charte a quand même vocation à une certaine sobriété, mais on n'arrivera pas à tout maîtriser. Vous connaissez mon avis là-dessus, je pense. Et effectivement, quand on donne toujours plus, les gens prennent toujours plus. Je ne suis vraiment, vraiment pas sûre que ce soit comme ça qu'on apprendra la sobriété. Je vais faire juste une petite remarque concernant justement les compteurs Linky, Gaspard et puis les compteurs d'eau.
Donc ça va aussi augmenter cette consommation-là. Et le flicage aussi, indirect, voilà. Parce qu'on sait très bien que nos données sont stockées, elles ne servent pas. C'est pas... Et en plus, ce n'est pas tellement sécurisé, en fait. On sait très bien que la 5G, ce n'est pas du filaire, c'est pas... Voilà. Et c'est facilement piratable. Il y a Madame Paquet, non? Alors moi, j'ai plutôt des questions. Dans la charte, il est indiqué qu'il y a des représentants pour un collège de société civile. Je voulais savoir si au sein de ce collège société civile, il y avait des pèlerinais ou des associations. Ils font partie des personnes ressources qui sont appelées à se prononcer dans le cadre du comité de pilotage. Avez-vous des infos là-dessus? Moi, personnellement, je n'ai pas la connaissance des noms des personnes qui sont dans ce collège, mais ça, on pourrait sans doute le demander à notre métropole. On pourra demander la composition, ouais. On fera parvenir, on vous dira. Et du coup, j'avais une autre intervention, mais je peux continuer ou... Oui, allez-y, ouais. Bon, nous pensons que cette charte a le mérite de fixer un cadre transparent sur le fonctionnement et les modalités d'attribution des implantations d'antennes. C'est donc une bonne chose. Toutefois, les délais d'information, si on lit dans la charte, ça reste court. Les avant-projets, c'est 3 mois. Donc en 3 mois, il faut que les gens aient connaissance du projet et se prononcent. Puis, une fois qu'on est dans la phase d'attribution, d'avis d'attribution, pardon, là, le délai, il est réduit à 1 mois. Et une fois ce délai dépassé, si la demande n'a pas été traitée, ça veut dire que l'avis est conforme. Donc, il va falloir une forme de réactivité importante pour que les pèlerinais puissent être concertés, informés, concertés, si jamais il y a des implantations. Alors, ma question est la suivante. Comment pensez-vous faire pour que, en cas de projet d'implantation, au moment de l'avant-projet, les pèlerinais puissent être informés? Comment vous comptez les consulter? Alors, toute l'implantation d'une antenne, il y a une loi qui s'appelle la loi Abeille, qui régit toutes ces demandes d'opérateurs. Bien sûr, la mairie et le service urbanisme est le premier concerné lorsqu'une demande arrive. Grâce à cette charte, on a le soutien de Nantes Métropole, puisque c'est Nantes Métropole qui fait l'interface avec tous les opérateurs mobiles. Après, effectivement, quand il y a une décision d'implantation d'une antenne, on peut faire une concertation publique si on estime nécessaire par rapport à l'environnement de cette antenne, mais pas forcément. Donc après, ça c'est ouvert, c'est à notre décision, à la décision de monsieur le maire de dire on fait une concertation locale pour une antenne. Voilà. Voilà, pour avoir rencontré les principaux fournisseurs, donc je peux vous dire qu'il n'y aura pas de... Enfin, jamais dire jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu d'avoir des pylônes supplémentaires sur le pèlerin. On a toujours notre antenne qui est au Marga et également l'antenne qui est à l'intérieur du clocher de l'église. Nous aimerions avoir une nouvelle antenne parce qu'une partie de la commune n'est pas très bien couverte. C'était des remontées lors du débat 5G que nous avions organisé. On en est conscient, mais maintenant, c'est au bon vouloir de ces opérateurs mobiles de venir sur ces zones-là. Donc on peut espérer dans les 5 ans, on puisse voir des antennes arriver quand même pour améliorer cette couverture. Parce qu'effectivement, certains pèlerinés nous le disaient, c'est bien la 5G, mais nous, on voudrait déjà de la 2G ou de la 3G. Voilà. Donc, bon, vous me direz, ils ont déjà la fibre, quasiment. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Monsieur Moussu. Ce qui prouve qu'il va falloir encore changer de smartphone, les virer, et ça va faire encore faire des déchets, une fois de plus. Et je voulais faire une petite aparté sur les capteurs. C'est bien gentil d'avoir des capteurs. On sait à combien on est irradié, mais c'est tout, quoi, en fait. Non, alors, en termes d'irradiation... d'irradiation, oui, le mot n'est pas tout à fait... Le mot est fort, le mot est fort. On sait ce qu'on se prend quand même. Il y a quand même des appareils... Non, des vous avez exactement... Allez sur le site, j'y étais tout à l'heure. Donc, vous avez exactement... Donc, je ne l'ai plus là. Mais vous avez, au jour le jour, vous avez donc, c'est par mètre par volt, ou je sais pas, comme ça. Donc là, on était à 1, et le maximum, c'est 1,60. Alors, ne me demandez pas plus, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais vous l'avez au jour le jour, vous l'avez sur lycée sur 3 mois, lycée sur 6 mois, lycée sur 1 an. Vous avez toutes les données, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus.
Voilà. Mais le débat est là, justement. C'est ça Comment le problème. C'est la quantité. Ah bah alors après, moi je suis Là, pas et assez le débat, technique. justement, voilà. Donc on fait une charte, mais enfin, on n'a pas réglé vraiment le problème, quoi. Ah bah, vous avez quand même, enfin je pense, là c'est peut-être notamment Alain qui pourra le parce dire, qu'il n'y a pas de mais contrainte. votre capteur, bah, il prend à l'instant T un petit peu toutes les ondes. Donc vous savez exactement combien, à cet endroit-là précisément, vous avez d'ondes. Voilà. On a aussi à notre disposition, si vraiment on avait des plaintes de fait qu'une antenne émette trop, on a l'Agence nationale des fréquences qu'on peut solliciter à tout moment pour venir faire des mesures. Donc ça, c'est important. Et pour répondre sur ce que vous disiez par rapport à la 5G, changer de smartphone, quand un opérateur installe une nouvelle antenne, il ne met pas que de la 5G. Il met de la 3G, 4G, 5G. Ah, une dernière question. Merci. Pardon, je crois qu'il y a une dernière question. Madame Pérez. Merci. Vous dites que cette technologie consomme moins que d'autres. Vous venez de le dire. Ça veut dire la 5G consomme moins que la 4G? Oui, alors pour essayer de vulgariser, pour ne pas rentrer dans la technique, sur les technologies opérateurs jusqu'à présent, on faisait le principe, on irradiait, dans le terme, on diffusait des ondes de façon globale vers tout un secteur. Avec la 5G, c'est une technologie intelligente, c'est que l'antenne, on va identifier un mobile à un tel endroit et on va lui mettre une fréquence uniquement lorsque la personne aura besoin. Et du fait de travailler dans ce format-là, ça consomme moins d'énergie. Donc c'est moins... Que la 4G. Oui, que la 3G, la 4G. Donc c'est une technologie qui est moins consommeuse en énergie et ça c'était aussi... c'est une attente, une volonté des opérateurs de faire des économies et de moins consommer. Et qui a été demandée aussi par le gendarme des télécoms. Et une deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que la charte, effectivement, permettrait une meilleure sobriété énergétique. Donc c'est ce qui est demandé par Nantes Métropole. Oui, mais comment? Parce qu'en fait, j'ai lu la charte et je ne comprends pas à quel moment la charte peut permettre d'atteindre cet objectif. Si, en mutualisant. Ce que voulait Francky Trichet, effectivement, c'est que les opérateurs mutualisent. C'est compliqué, c'est pas toujours facile, mais certains le font, donc c'est une volonté. Ils vont travailler avec tous ces opérateurs pour que, quand une antenne s'implante, le souhait de la métropole, c'est que tous les opérateurs viennent sur la même antenne. Alors, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais donc dans la sobriété, s'ils mutualisent, il y aura moins de consommation d'énergie. Merci. Très bien. Bien. C'est une délibération qui intéresse. J'allais faire un mauvais jeu de mots. Donc la commission a donné un avis favorable, sauf une abstention. Voilà. Mais donc tout le monde a avis favorable. Très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, le conseil municipal est invité à approuver la charte intercommunale d'aménagement hertzien du territoire entre Nantes Métropole, les communes membres, les opérateurs de téléphonie mobile, Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange SFR et les organismes d'habitat social, Atlantique Habitation, Habitat 44, Harmonie Habitat, ICF, Habitat Atlantique, la Nantaise d'Habitation, Nantes Métropole Habitat, l'USH des Pays de la Loire, annexé à la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire à signer la charte annexée à la présente délibération. Autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Voilà. Dréan Moussu. Monsieur Dréan, Monsieur Moussu. Comment? Ah, Monsieur Labarre. Non, il faut bien le préciser. Monsieur Moussu. Qui s'abstient? Donc, AEP. AEP, et qui est pour? Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin des délibérations et nous allons passer aux questions. Alors, comme il y a une question par groupe, et comme Alain Lecause avait la parole, il va la garder. Donc, je propose que l'on commence par AEP. Les usagers se plaignent du dysfonctionnement répétitif sur les réseaux de la TAN aux pèlerins. Pouvez-vous intervenir auprès de Nantes Métropole ou de la TAN pour régler ce problème? Quand est-ce qu'ils comptent revenir sur des horaires normaux puisque nous sommes toujours en jour vert? Le Covid ne peut pas tout expliquer.
Voilà, donc c'est Alain Lecourse, donc c'est le représentant de la commune à la Sémitan. Donc il a ses entrées là-bas. Alors oui, effectivement, on a été avisé rapidement des dysfonctionnements qui ont eu lieu fin avril. Donc dès le 27 avril, j'ai adressé un mail au président de la TAN et au directeur général. Bon, ils ont tardé à nous faire une réponse. On l'a eu le 10 mai, bon, le temps d'instruire, et ils nous ont fait une réponse assez exhaustive. Donc ce que je vous propose, c'est de lire la réponse, parce qu'elle est quand même assez technique aussi, pour bien comprendre dans quelle problématique se trouve la TAN à ce jour. Et on vous dira la suite de ce qui va se passer. C'est surtout le dernier paragraphe qui est important. Voilà, exactement. Donc, nous rencontrons depuis, c'est le directeur général qui a répondu, nous rencontrons depuis le début de l'année des difficultés avec nos sociétés affrétées qui font face à une pénurie importante de main-d'œuvre à la conduite. La situation de l'emploi de conducteurs est de plus en plus tendue sur la région et sur le bassin nantais. En raison d'un contexte presque de plein emploi, le métier de conducteur de transport dit interurbain fait partie des emplois les plus exposés dans ce contexte. En partie du fait qu'une rémunération limitée, mais également de conditions de travail peu attractives, entre parenthèses, des travails journaliers entre 2 ou 3 vacations, amplitude importante, travail le samedi et certains dimanches. Il manque actuellement 400 conducteurs interurbains sur le département 44 et un appel à recrutement est annoncé conjointement entre la FNTV et la région Pays de la Loire. Malgré la pression que nous avons mise sur nos entreprises affrétées, elles ne sont plus en capacité de couvrir l'ensemble des services. C'est la raison qui nous a conduit à réduire les services depuis février en passant au niveau vert sur 12 lignes affrétées. Malgré cela, certaines entreprises, dont celles qui exploitent les lignes du Sud-Ouest, ont du mal à couvrir ce niveau vert et nous mettent devant l'obligation d'annuler des services. Nous avons rencontré toutes les entreprises affrétées et nous discutons actuellement d'un plan d'action conjoint pour revenir progressivement à un niveau normal de service. Les discussions portent sur la rémunération des conducteurs et sur les conditions de travail, construction des services et déroulement, diminution des amplitudes, externalisation de certaines tâches. À ce stade, nous ne pouvons garantir que le service sera revenu à son niveau nominal à la rentrée scolaire, mais je tiens à vous assurer que nous faisons le maximum en lien avec la direction des déplacements de Nantes Métropole pour trouver des solutions permettant d'améliorer l'attractivité de ce métier. Donc ils sont effectivement confrontés à un réel problème aujourd'hui, ce qui a fait que effectivement nous avons des impacts. De ce fait, nous avons échangé entre les 3 communes, La Montagne, Saint-Jean-de-Poiseau, Le Pèlerin, pour rédiger un courrier commun pour faire part de notre insatisfaction. Ça a fait bouger les choses car du coup, le 20 mai, il y a un rendez-vous entre les maires concernés, le vice-président en charge des transports et le directeur général de la TAN, et voire le président. Oui, si, il y aura, c'est-à-dire que le vendredi, il y a quand la conférence des maires et le bureau métropolitain, et en avant de la conférence des maires, ils ont mis cette réunion où il y aura effectivement Bertrand Affiné, Pascal Bolo et Monsieur Lecontec, je pense, pour nous expliquer. Mais comme je le disais, moi, ce qui me fait peur, c'est le dernier paragraphe. Ouais. Lorsqu'il parle à son niveau nominal à la rentrée scolaire. Donc il faut absolument qu'il trouve des solutions pour qu'à la rentrée scolaire, justement, on soit au nominal. Parce que là, c'est impactant. D'autant plus qu'on va démarrer le prolongement de 8, et que c'est attendu, et que si on commence par des dysfonctionnements, les habitants concernés, je pense qu'ils ne seront pas forcément enclins à prendre les transports. Et ça sera l'enjeu aussi sur cette ligne. Voilà, non, mais c'est un sujet qui nous soucie et nous sommes aux avant-postes là-dessus. Voilà. Donc la question maintenant de Nouvel Élan. La presse s'est récemment fait l'écho de la fermeture régulière du bureau de poste au Pèlerin, sans qu'officiellement il y ait une annonce de fermeture définitive. Vous le savez, notre groupe s'est mobilisé il y a quelques mois en récoltant près d'1 millier de signatures. Visiblement, nous n'avons pas été entendus malgré la mobilisation des pèlerinais et des habitants des communes avoisinantes. L'attitude de la direction de la Poste est selon nous méprisante et cynique. L'ouverture d'une maison France Service sur la commune les a probablement confortés dans leur décision de fermer notre bureau de poste, ce que nous n'acceptons pas. Au-delà de votre annonce sur Facebook,
Qu'avez-vous prévu de faire pour signaler donc à la direction de la Poste que l'abandon de ce service est injustifiable et inacceptable? Avez-vous déjà prévu de relocaliser les services de la Poste à la maison France Service? Et si oui, avez-vous commencé à négocier avec la Poste? Pour quels services? Pour quels horaires? Bien, alors c'est moi qui vais vous répondre. Déjà, dans votre question, il y a une phrase qui m'a passablement énervé. Ça montre une méconnaissance du fonctionnement des maisons France Service. Donc il faudrait apprendre vos dossiers avant de dire n'importe quoi. Si, non mais on ne dit pas des choses sans savoir. Quand vous dites que c'est à cause de la maison France Service que la Poste ferme, non, c'est faux. Parce que les services rendus, si, c'est ce que vous dites, parce que les services que rendra peut-être donc la Poste au sein de France Service ne sont pas du tout ceux de la Poste actuelle. Ça, c'est le premier point. Donc, renseignez-vous avant de faire des fake news. Le deuxième point étant que je suis sur France Service, donc, alors c'est quelque chose que vous n'avez pas voté, je crois. Donc ça, c'est pareil, les pèlerinés apprécient votre façon de voir le service public. Comment vous faites pour que le service public soit plus accessible pour les pèlerinés. Nous nous en occupons. Et pour vous dire qu'on s'en occupe tellement bien que le préfet nous a demandé si on voulait recevoir à partir du 1er septembre les machines pour faire les cartes d'identité et les passeports. Donc nous avons dit oui, nous avons reçu une réponse donc, de confirmation de la préfecture et on devrait, donc là on n'a pas la date, mais pouvoir faire ce genre d'opération à la rentrée. Et pour terminer sur France Service, en 2 mois, donc ça fait en 2 mois, ça mettons allez, 24 jours, 300 personnes qui sont venues à France Service. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend et qui marche très bien. Maintenant, concrètement sur la Poste, donc, eh bien, écoutez, on s'en est occupé aussi. Donc, je vais vous lire également les courriers. Nous, on fait des courriers comme ça, moi, c'est clair. Donc, la réponse de la Poste à notre courrier. Donc, le bureau de poste du Pèlerin et ceux des communes voisines sont confrontés depuis plusieurs mois à des absences de personnel. Les équipes sont mobilisées et font tout leur possible pour assurer le service. Malheureusement, le cumul de plusieurs absences au sein de nos équipes est venu perturber notre organisation au cours de ces dernières semaines. Cette situation ne nous a pas permis d'ouvrir le bureau de poste du Pèlerin aux horaires habituels et a contraint les clients à se rendre dans les bureaux de poste voisins pour accéder à nos services. Nous en sommes pleinement désolés et mesurons la gêne que cela a pu occasionner. Face à cette situation, un plan de recrutement a été lancé pour pallier le manque de personnel. Cela permettra d'ouvrir la Poste du Pèlerin aux horaires habituels dès le 16 mai. Alors le 16, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié si c'était ouvert. Enfin, c'est comment? Eh bien, on verra le 17. Et de proposer tous les services à la 60aine de clients qui fréquentent chaque jour ce bureau de poste. Plus globalement, la Poste réaffirme sa volonté de maintenir durablement ses services aux pèlerins proches des habitants, en complément des services disponibles en ligne. Et pour vous dire qu'on ne lâche pas le bout non plus, nous vous confirmons également notre présence au rendez-vous avec M. Delojardière, maire du Pèlerin, le vendredi 20 mai, en mairie principale. Je reste à votre disposition pour toute question, donc avec M. Anthony Gilles, enfin je ne vais pas dire son nom. Mais enfin voilà, donc on a des personnes qui viendront nous voir. Vous savez qu'il n'y a pas de réponse aux questions, M. Moussu. Ouais, c'est bien parce que c'est vous, je déroge, mais allez-y. Monsieur le maire. Non, c'était juste une suggestion. En fait, on s'est rendu compte aussi que quand c'était fermé, en fait, il n'y avait rien sur les portes pour dire, voilà, adressez-vous à tel poste, tel poste. Donc, ça sera au moins le minimum de la courtoisie de mettre quelque chose quand même sur la porte. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que la personne qui a écrit ce mail vient avec le directeur de la communication. Voilà. Mais si maintenant vous avez, là je pense à Mme Paquet, M. Michnou, des connaissances au niveau du département, il y a une vice-présidente qui est en charge des bureaux de poste. Donc si vous pouvez intercéder, ça sera peut-être plus efficace que les 1000 signatures et les 32 signatures sur le site internet. Non. Bon, alors, un équilibrage. Allez, M. Gavouillère.
C'est bon. Non, c'est une remarque que je fais après avoir entendu toutes les interventions. En commission, on apprenait qu'on ne trouve pas de comptable pour les collectivités locales. Aujourd'hui, j'apprends qu'on ne trouve pas de conducteur de bus. Je vais chez mon coiffeur, il me dit je suis dans la panade, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus d'apprentis, les promotions c'est moitié moins, on ne trouve plus de serveurs, on ne trouve plus de postiers. Et quel échec de la politique d'éducation nationale, quel échec de la politique de développement de formation professionnelle, parce que ça c'est le produit d'une politique qui a foiré, parce que c'est pas possible. Je sais pas comment on va s'en sortir. Voilà. C'est une remarque. Bien. Allez, pour être Madame Paquet, comme ça il y aura une réponse à chaque équipe et c'est bon. Je ne sais pas si je peux répondre en 2 secondes. Je trouve que votre attaque en règle, alors que vous savez que normalement on n'a pas le droit de répondre, bon, je trouve ça pas forcément très sportif de votre part. Bon, toujours est-il que... Il ne faut pas venir me chercher, c'est tout. Ah, oui, mais bon, les questions orales sont quand même faites pour qu'on pose des questions. Si ça vous énerve à chaque fois qu'on en pose, si le but du jeu c'est qu'on ne réponde pas parce qu'on se fait laminer, bon, on trouvera d'autres moyens et effectivement on écrira. C'est tout. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Vous savez à quel point ce que vous avez dit est complètement erroné concernant notre connaissance des dossiers des maisons France Service, mais ce n'est pas là qu'on va étaler plus sur ce sujet. Voilà. Bon, je vois que j'ai touché un point sensible. Donc c'est là où s'arrête ce conseil municipal. Écoutez, je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous. C'est le prochain conseil 27 ? Donne rendez-vous donc le 27 juin. Voilà. Merci Madame Paquet. À vous intéresser au dossier, c'est bien. Date des conseils. Il faut connaître son service aussi. Voilà.